Et un grand bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs, mais aussi peut-être sur YouTube, en replay ou en podcast. Je suis très heureux de vous retrouver pour une émission spéciale, une émission événement. On va parler pendant un petit peu moins d'une heure de 5G. Ça fait des années qu'on évoque la 5G pour le grand public, mais la vraie différenciation en fait, de cette 5G, elle se trouve peut-être du côté de l'industrie et des professionnels. Sujet qu'on n'évoque pas si souvent que ça, et je vous propose pendant cette heure de justement découvrir les enjeux de la 5G au niveau industriel et puis en parler avec des acteurs spécialisés dans ce domaine. Et pour ouvrir le bal de cette émission, je vous présente mon invité Kevin Polizzi est avec nous. Bonjour Kevin. Bonjour François. Alors Kevin Polizzi est un homme des télécoms, c'est le président d'Unitel Group, c'est aussi le patron de The Camp. Il vit dans une bien belle région que j'apprécie qui est Marseille. Kevin, on peut le dire Kevin, on se connaît depuis des années, c'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Tu es un homme des télécoms, hein. Tu as été pendant très longtemps dans le très haut débit, dans la fibre. Et pourquoi la 5G t'intéresse aujourd'hui ? Oui, j'ai eu la chance de faire 20 ans dans les télécoms, au travers de Jaguar Network, au travers de FreePro, aujourd'hui au travers d'Unitel. Oui, rappelons que tu es l'un des fondateurs de FreePro. Hein, oui, la 5G, c'est un univers dont la bascule vers les cas d'usage est immédiate. On a cette chance de sortir d'une période d'équipement. Peu ou prou, tout le monde a un smartphone, tout le monde a un ordinateur. On commence à être équipé en cloud et en application. Et aujourd'hui, il faut se poser vraiment la question de passer d'une économie d'équipement à une économie d'usage, de service. Et la 5G va probablement être le grand protocole qui permet ces bascules. On en parle depuis des années de l'aspect technologique de la 5G pour le grand public, avec de très très hauts débits, de la latence qui est très très faible bien sûr, voilà une connexion quasi équivalente à celle de la fibre optique. Hein. On peut comprendre l'intérêt que ça peut avoir pour les particuliers, mais pour les professionnels en fait ça change tout. Et c'est ce qu'on va évoquer pendant cette heure en fait. Oui, il faut une vraie vision de la 5G dans le monde du B2B. Les opérateurs naturellement ont tiré le marché avec la 5G B2C, aller plus vite sur YouTube, avoir des promesses de latence, de débit, mais on s'aperçoit que finalement, dans le protocole 5G, dans la manière dont ça a été imaginé, il y a de nombreux cas d'usage B2B, et moi je pense qu'ils sont vraiment majoritaires. Alors, évidemment, tout au long de cette émission, nous allons accueillir des spécialistes dédiés à la 5G. Tout de suite, notre premier invité, Philippe Herbert, est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes le président de la mission 5G industrielle, parce que cette 5G, ce sont des enjeux, j'allais dire, nationaux, et donc initiés par les pouvoirs publics. Expliquez-nous votre métier. Qu'est-ce que c'est que cette mission 5G industrielle, s'il vous plaît ? Alors, ce n'est pas un métier à proprement parler, mais en tout cas, on essaie de... Votre mission. Voilà, on essaie d'accompagner le mouvement dans la suite de ce que vient de dire Boris. Kevin, la 5G sur l'aspect industriel est fondamentale parce que c'est le système nerveux de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, la smart industry, l'industrie du futur, on l'appelle comme on veut. En tout cas, c'est la façon de donner à l'industrie 4.0 une interaction, une capacité d'interaction au niveau d'outillage, des hommes, des robots, des machines qui n'existaient pas jusqu'à présent, avec, comme l'a dit Kevin, l'aspect sécurité a été conçu au départ, l'aspect latence a été conçu dès le départ dans le protocole, puisque c'est un protocole, et tous ces éléments, y compris bien sûr les parties environnementales, l'empreinte carbone et autres, qui dès le départ ont été incluses dans ce protocole, permettent à l'industrie d'envisager ça comme une étape très très forte qui va changer la façon d'interagir dans le process industriel, dans l'usine. Et on voit, pour donner un exemple d'entrée, par exemple la notion de ligne de production, qui est très, c'est-à-dire on a des choses très, très linéaires qui éclatent puisqu'on peut faire tourner un robot autour d'une machine, une machine autour d'un robot, les opérateurs également. Enfin, tout ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus agile. Et juste une petite question, excusez-moi, je vous coupe. Oui. Là, on ne pouvait pas faire ça avec la 4G, déjà ? Alors, non, parce qu'on avait des problèmes, par exemple, de latence. On ne peut pas, pour une machine, il faut des... Oui, des commandes instantanées, en quelque sorte. On parle de dizaines de millisecondes, là, voilà, c'est ça, Kevin. Enfin, voilà, la latence, c'est quelque chose de très, très, très sensible. Voilà, tout à fait. Et puis, on avait aussi tous les besoins de localisation, de sécurité, de volume de données, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ?
ça, c'est une remontée sur ce backbone d'un certain nombre de données, intelligentes également, et puis aussi le lien avec le cloud. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'entrer dans l'usine et qui, jusqu'à présent, étaient un peu avec un goulot d'étranglement. On utilisait la Wi-Fi localement. Ah voilà, c'était ma deuxième question, parce que le Wi-Fi était une technologie qui aurait pu se substituer à la 5G ou pas? Alors, on est sur une génération de Wi-Fi qui ne peut pas faire la même chose que la 5G parce qu'on a une couverture qui est localisée, on a un débit qui est limité par rapport à un certain nombre de remontées d'informations. Alors les tenants de Wi-Fi disent oui, mais on prépare la suite, simplement... Oui, il y a le Wi-Fi 7 là, qui simplement, va arriver, l'architecture de la 5G en général a été conçue beaucoup plus largement pour répondre aux besoins de l'industrie 4.0. Et ça c'est fondamental. Alors ça doit s'accompagner aussi et c'est pour ça qu'il y avait cette mission 5G industrielle, d'une explication sur justement les cas d'usage. Il y avait aussi la notion d'accès aux fréquences, qui a été au début de la mission un sujet important. Et puis aussi les compétences, parce qu'on est en train de faire rentrer le monde des télécoms dans l'usine, dans le process industriel. Et ça, c'est assez nouveau, puisqu'on était jusqu'à présent sur les technologies de l'information, la numérisation, mais assez peu la partie télécom. Et les compétences, c'est un sujet qui va être très très important dans les prochaines années. Alors, vous avez remis votre rapport en mars dernier, en mars 2022. Pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent le lire. Vous êtes venu avec, ça va être difficile de le feuilleter à la télé. Non, pas du tout. Mais en tout cas, il est disponible en téléchargement. Oui, c'est simplement pour dire qu'il existe. Il est là. Voilà, en quelques secondes, quelles sont les conclusions de ce rapport, Philippe ? Alors c'est compliqué de résumer ça en quelques secondes, mais les grands enseignements. Je pense que le premier point, c'est de rappeler que c'est stratégique pour l'industrie, on vient de le dire, mais aussi qu'on a vu il y avait un certain nombre d'industriels qui étaient attentistes, qui étaient est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Et ce que l'on essaie de prouver, c'est premièrement, c'est disponible, on peut démarrer, et puis le temps de mettre en place avec les compétences, avec l'ensemble des éléments d'intégration, d'architecture et autres, c'est un temps de cycle de 12 à 18 mois. Donc c'est le moment de démarrer. Oui, parce qu'il y a une inertie à partir du moment où on dit OK, on y va. Oui, voilà, on ne peut pas arriver, on met 10 antennes et on se branche. Il faut aussi un peu réfléchir à l'architecture, à comment on va déployer, et on parlait aussi des compétences. En fait, tout ça, et donc, dans les conclusions, c'est le moment d'y aller. Et comme en France, on dit toujours, est-ce qu'on est en retard? On n'est pas vraiment en retard, mais c'est le moment d'y aller. D'accord. Par rapport aux autres pays, à la fois européens ou par exemple aux États-Unis, on n'est pas en retard, Alors, l'Allemagne a démarré beaucoup plus tôt la partie industrie 4.0, et comme c'est assez lié, on se retrouve avec ce bout de retard, ça c'est clair. Aux États-Unis, il y a beaucoup de tests et de situations qui se sont mises en 5G. Maintenant, aller jusqu'à l'utilisation de l'ensemble des fonctionnalités, des capacités de la 5G en production, très peu de sites à l'échelle mondiale sont aujourd'hui capables de le faire. Même ce que les Chinois nous montrent, c'est souvent de l'industrie 4.0 améliorée, mais la 5G permet d'aller bien au-delà. Comme je disais, le système nerveux, quand il est mis à fond, on change totalement de façon de concevoir le processus industriel. Oui, la colonne vertébrale de la connectivité, en quelque sorte, c'est ça. Tout à fait. Petite question sur l'environnement. Est-ce que, finalement, tous les secteurs industriels peuvent bénéficier de cette 5G? Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus visés en fait par cette technologie? Il y a un certain nombre de cas d'usage qui n'étaient pas possibles auparavant, donc on peut effectivement focaliser sur cela, et je crois que vous en parlerez avec Arcelor notamment. Oui, avec des exemples tout à l'heure. Oui, vu les superficies, vu les configurations, beaucoup les hauts fourneaux, la partie métallique, et puis il y avait un certain nombre de sujets que vous allez sans doute voir aussi avec Alcatel Submarine Network, la réalité virtuelle, tout ce qui est formation, lunettes de réalité virtuelle. Jusqu'à présent, on arrivait à faire des bons démonstrateurs, mais dans la vie réelle, on n'y était pas. Aujourd'hui, si vous allez chez ces premiers industriels qui l'ont mis en œuvre, vous verrez de vraies
cas d'usage industriel. Parce que la capacité, la fonctionnalité existe, la performance existe. Kevin, cette 5G, bien sûr, elle est débattue au niveau national, mais aussi à The Camp. Et je crois que tu voulais nous en parler. Oui, on a eu la chance d'accompagner ces premiers industriels finalement dans leur déploiement, très en amont. Ils y ont cru, ils ont trouvé des budgets pour le faire. Et on s'est aperçu que finalement, il fallait partager. On est à un moment où tout ce petit monde est en train de se transformer. The Camp, c'est le campus des transformations. On y retrouve 3 offres, une offre de séminaire évidemment, elle est assez connue, une offre de formation, on vient de sortir des nouvelles formations, dont des formations sur l'IA à la 5G, pour bien appréhender les sujets et que les cadres et les dirigeants comprennent leur intérêt à faire et le moment à faire, c'est maintenant. Alors qui vient à ces formations, enfin qui Ça va être des dirigeants, des DSI, cadres, des DSI, des gens de l'industrie qui sont très orientés process et qui n'ont pas forcément l'expérience ou le package télécom, c'est des univers qui vont se croiser, qui vont créer de la valeur ensemble, et donc il faut les grouper. Et effectivement, The Camp est le bon endroit pour faire ça. On a aussi une offre de Fab Lab avec un Fab Lab qui s'appelle Pégase, P5G, Pégase, plateforme 5G de support et d'accélération pour l'économie. L'objectif, c'est quoi? C'est de mettre des industriels avec à la fois des compétences de télécom, des compétences de sécurité, mais aussi des objets. Il va falloir référencer les tablettes, les robots, ce qui est compatible, ce qui n'est pas compatible. Tous les équipements grand public ne sont pas compatibles avec la bande privée. Et ces projets-là nécessitent du design. Il y a 2 façons de faire. Soit on utilise la méthode historique, chacun le fait dans son coin, et puis ça va prendre du temps. Ça peut fonctionner, mais ça va prendre du temps. Où on décide de construire une accélération commune. On a partout en France des petits Fab Labs 5G qui sont en train de se mettre en œuvre. Voilà. Et l'objectif avec The Camp, c'est d'ouvrir et c'est d'éclairer la voie. The Camp qui est donc dans la région d'Aix-en-Provence, rappelons. Exactement. Le mot de la fin, Philippe, oui, je vous écoute. C'est intéressant de reboucler parce que ces campus Fab Lab 5G font partie des recommandations de la mission. La liste et avoir accès à l'ensemble des intégrateurs ou l'ensemble des solutions, c'est également ce que l'on a demandé au sein de la mission. Et donc on voit l'ensemble se dérouler et dans quelques mois, on arrivera à 1 an après la mission. Je pense qu'on pourra dire qu'on est passé de 0 site en production à une petite dizaine, qu'on est passé de quelques pourcents de gens qui étaient vraiment intéressés à quelques dizaines de pourcents d'industriels qui sont intéressés et il faut continuer l'effort. La maturité de la 5G industrielle devant arriver plutôt en 2024, début 2025. C'est demain, finalement. Oui. Merci beaucoup Philippe d'être passé par plaisir. Le plateau de cette émission spéciale 5G. Philippe Herbert, président de la mission 5G industrielle. Kevin, on poursuit cette émission spéciale et rentrer dans les détails avec des exemples concrets de 5G d'industrie. Vous restez là, on revient tout de suite. Voilà le retour de cette émission spéciale 5G pour l'industrie pour les pros avec nos invités, toujours Kevin Polizzi, le patron d'Unitel Group, et Christophe Bégina nous a rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes le vice-président et le DSI d'ASN. Vous êtes une filiale de Nokia et vous, votre job, c'est de faire ces câbles sous-marins qui, en fait, intègrent de la fibre optique avec des débits monstrueux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% du trafic Internet se fait sous l'eau. Et vous êtes l'un des acteurs majeurs de cette technologie. Voilà, si on peut surfer entre les États-Unis et la France, alors je schématise, mais à une vitesse de l'éclair, c'est un peu grâce à vous, finalement. On va en parler dans un instant. Kevin, on a évoqué avec Philippe il y a un instant justement cette volonté de pousser cette 5G au niveau industriel. C'est parti aujourd'hui, il y a des exemples concrets, on va en parler dans un instant avec Christophe. Effectivement, c'est parti. Il y a une hausse de la demande de câbles sous-marins dans le monde. Il faut trouver des pistes d'optimisation. C'est des projets 5G qu'on a réussi à conduire en l'équivalent de 12 mois, 12-18 mois, assez rapidement exécutés, avec 2 parties, une partie qui est très technique finalement, mais une partie qui ne l'est pas du tout. C'est mettre les métiers autour de la table, discuter des pistes d'optimisation, et puis
comme on disait en introduction, sortir tous ces use cases qui sont finalement créateurs de valeur pour l'entreprise. Christophe, expliquez-nous en quelques secondes votre métier. Donc, je l'ai résumé tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez apporter quelques précisions ? Tout à fait. ASN est une entreprise complètement verticalisée qui part de l'innovation et de la recherche en développement en termes de systèmes optiques sous-marins, qui comprend toute la chaîne du système et qui va jusqu'à la pose en mer et le service en mer, en passant par les étapes de R&D, de vente et de production. Donc, on a tout le cycle complètement verticalisé. Nous posons les systèmes de câbles sous-marins à travers le monde pour des clients et des opérateurs globaux qui sont à la fois des opérateurs historiques, mais aussi maintenant de plus en plus des OTT comme Google ou Meta. Alors, on ne se rend pas compte, mais moi je trouve qu'il y a un côté incroyable dans votre métier. C'est-à-dire que vous tirez des câbles de milliers de kilomètres avec une excellence. Voilà, il faut que tout soit parfait, parce que voilà, il ne faut pas qu'il y ait un problème en plein milieu de l'océan, parce que c'est pas bon signe. Alors, au-delà du fait que c'est très loin, c'est aussi très profond. Voilà, donc c'est un métier, on va dire, de précision incroyable. Ah oui. Dans ces câbles, il y a combien de fibres optiques en général ? Là, on est sur des systèmes qui peuvent aller maintenant jusqu'à 24 fibres. On a des systèmes inférieurs qui peuvent aller à 12 ou 16 fibres. Mais tout dépend de la commande. Voilà, tout dépend de la commande du client. Mais du dimensionnement de la data qu'on veut faire. On commence à avoir vraiment des systèmes complexes pour véhiculer tous ces débits. Alors comme vous le disiez, c'est très compliqué à la fois en pose, mais à la fois en système, parce que c'est quand même des fibres optiques qui sont armées sur des milliers de kilomètres et on a un devoir de rendre une performance de bout en bout. Donc ça, c'est vraiment... en fait, on livre des systèmes, pas des câbles. Oui, c'est ça. C'est une solution totale. C'est une solution globale. Totale, absolument. Parce qu'il faut savoir que, il ne faut pas simplement tirer un câble d'un point à un point B. Il faut des répéteurs au milieu. Exactement, des jointages. Il faut les terminer physiquement. Il faut les alimenter en puissance. Il faut ensuite les surveiller. Oui, tout ça est connecté, monitoré, j'imagine. Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Expliquez-nous donc, vous avez, parce que peut-être qu'on n'arrive pas à faire le rapprochement entre la 5G et ce très haut débit, finalement, cette 5G, elle est dans vos usines pour justement fabriquer ces câbles de fibre optique. Qu'est-ce qui a changé ? Et expliquez-nous comment vous travailliez avant et après l'équipement de votre usine en 5G. Très bien. Disons qu'en fait, la 5G vient avec une volonté de transformer profondément la production et de répondre à la demande, à l'explosion de la demande, comme on l'a dit. Donc, ce qu'il nous faut, nous, c'est que les opérateurs soient directement connectés aux procédures de fabrication, qu'ils aient accès aux données. Les étapes papier, c'est terminé. Donc, tous nos flux de production, tout le flux de données lié à l'activité de production doit arriver de façon non connectée directement aux opérateurs qui travaillent sur les chaînes de production, sur des tablettes, sur des lunettes. Et le déploiement de l'infrastructure 5G globale à travers tous les ateliers, tous les recoins de l'usine répond à ce besoin. On a ensuite besoin de mettre en place beaucoup de contrôles de l'usine. On a des dispositifs critiques pour l'activité comme les cuves. Donc là, c'est pareil. Avec notre partenaire Unitel, on a déployé un certain nombre de capteurs. Et ça se fait sur la 5G également. Donc c'est des choses qu'on peut déployer rapidement et qui sont des dispositifs critiques pour éviter l'engorgement des cuves ou des dispositifs de production. Donc en fait, c'est de déployer à travers toute l'usine une infrastructure qu'on a fait avec notre partenaire FreePro, de façon à ce que partout, on puisse déployer n'importe quel processus, n'importe quel système de mesure, sans que l'infrastructure ne soit plus un goulot d'étranglement ou un point bloquant. Est-ce que ça a changé le métier de vos experts, de vos ingénieurs? Alors ça va le changer, c'est-à-dire que là, ça se déploie, oui. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça du jour au lendemain. Il ne faut pas négliger le fait qu'il y a une phase de change management des équipes de production qu'il faut intégrer. Mais oui, ça va le changer dans la mesure où ils auront beaucoup moins de tâches manuelles, beaucoup moins de tâches, on va dire,
un peu superficielles ou fastidieuses. Se concentrer qu'ils sur l'essentiel et exactement l'expertise, sur en leur fait. talent, sur l'opération de fabrication elle-même, sachant que tout le reste sera digitalisé. Et certaines opérations sont quand même assez précises, même dans l'assemblage des pièces ou la production des pièces, que ce soit pour les télécoms ou le créneau oil and gas qu'on adresse également. Donc c'est aussi également pour accélérer l'activité de production. Mais en termes de métier, de compétences, ça va progressivement changer la façon dont on travaille. Ça va certainement changer la façon dont on... C'est un peu une transformation numérique de votre industrie, finalement. C'est une transformation profonde, c'est même une transformation profonde de l'industrie du câble. C'est vraiment c'est un choc culturel. C'est un choc culturel. Ah oui, Kevin. Il y a vraiment le avant et le après. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir réussi à basculer dans le après, il y a tout un tas de conséquences qu'on ne mesure pas. Par exemple, l'attractivité, la désirabilité de l'emploi. Travailler à l'usine, ça fait 20 ans qu'on nous explique que c'est compliqué. Ouais. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans l'usine des années 70 avec la cheminée qui fume. On est vraiment dans un monde technologique. Mais moins. On est vraiment dans un monde dans lequel on peut offrir des emplois. Ouais. Christophe, c'est quoi le changement peut-être aujourd'hui de paradigme à la fois dans le recrutement et avec les clients ? Oui, non, mais en fait, c'est aussi, voilà, tout à fait. Disons que le métier d'ingénieur industriel change par son accès, son contact avec toutes ces technologies, sa compréhension de ces technologies. Et aujourd'hui, ce que je disais récemment lors d'une promotion, à une promotion de Centrale Supélec, je pense que le métier d'ingénieur industriel, par exemple, est un métier d'avenir. Ce sont des métiers qui consistent à travailler sur les process, qui consistent à savoir comment utiliser les nouvelles technologies, à les mettre en pratique, à les diffuser. C'est plus du tout. Enfin, on a une forte évolution et une forte, je trouve, attractivité technique et technologique de ces métiers. Et on voit bien avec les équipes de pointe qui développent ces transformations digitales, bon, ils sont vraiment très très motivés, quoi. On voit bien que c'est vraiment quelque chose qui les tire. Bon, après, il ne faut pas oublier, encore une fois, dans le change, dans la modification, la transformation, il y a les équipes de pointe, mais il faut aussi amener tout le monde. Hein. Donc il y a comme un travail de fond sur la 5G. La 5G, ça reste quand même un concept encore nouveau pour beaucoup. Mais il faut faire attention d'amener toute la pédagogie derrière. Aussi derrière. Exactement. On n'a pas parlé de l'aspect économique. Est-ce que cette transformation vous a coûté cher ? Alors moi je dirais que non. Je pense qu'il faut démystifier un peu la 5G sur ce plan-là. Hein. Le déploiement d'un réseau 5G tel qu'on l'a déployé nous, couvrant toute une usine, c'est un investissement modeste de l'ordre de 1 ou 2 millions d'euros. C'est pas grand-chose pour une usine où on a couvert quand même 60 antennes avec un cœur redondé, un cœur de réseau, etc. Donc c'est une technologie assez simple. Nous, on a mis des pico-antennes, donc c'est comme des antennes qui ressemblent presque à des antennes Wi-Fi, en fait. La gestion de ce réseau est quand même bien intégrée et je pense qu'il faut démystifier cette partie-là. Je pense qu'avec, c'est un peu plus cher qu'un Wi-Fi, par exemple, mais ça n'est pas un ordre de grandeur supplémentaire. Et puis, Kevin, quand on investit sur cette technologie, on est tranquille là pendant quelques années, en fait. Oui, parce qu'il y a des mises à jour qui peuvent être faites. Et... Le gros du hardware 5G est fixé. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'évolution logicielle. On va en reparler de la 5G standalone, etc. Mais l'infrastructure qui est posée, par exemple, dans l'usine d'Alcatel est pérenne, probablement de l'ordre de 7 à 10 ans. C'est-à-dire un ordre de grandeur qui est un cycle télécom complet, et surtout qui va être mis à jour en temps réel, parce qu'on va rajouter des use cases, on va chercher des devices, on a un grand sujet sur quels sont les équipements qu'il faut mettre au cœur de l'usine, et puis on le voit, il y a un volet qui est très technologique, très peut-être financier, écologique, mais il y a un sujet qui est humain. Oui. La 5G, c'est la transformation des métiers, du profil d'apprentis jusqu'au profil de dirigeants. Et ça va toucher tout le spectre des travailleurs. Et c'est vraiment ça quand on parle du futur du travail. Quels sont les outils pour rendre le travail plus attractif, moins difficile
est plus... Et plus qualifié aussi. Qualifié, bien sûr. Bien sûr. Oui, bien sûr. tout à fait, ouais. Plus attractif, oui, tout à fait. Non, Merci. je dirais que simplement conclure, ce que je voudrais ajouter, c'est que la 5G, c'est pas juste une infrastructure télécommunication, c'est presque un système nerveux, et les versions qui seront livrées dans le futur permettront de déployer, d'optimiser l'utilisation de l'IoT, par exemple. Donc c'est bien plus qu'une simple infrastructure de télécommunication. Oui. Ça, c'est important. On évoquera tout à l'heure d'ailleurs la 5G et les objets connectés, on va dire, l'usine connectée en quelque sorte. Merci beaucoup Christophe Bégina d'être passé par notre plateau. Vous êtes vice-président et DSI donc d'ASN, cette filiale de Nokia qui fabrique ces câbles sous-marins qui nous permettent de nous connecter où qu'on l'on soit dans le monde. On poursuit cette émission spéciale 5G, vous restez avec nous. La 5G est en train de changer nos vies et est en train aussi de changer les industries. Cette émission spéciale donc qu'on vous propose sur la chaîne Tech & Co avec Kevin Polizzi, donc le patron d'Unitel Group, et notre nouvel invité qui vient d'arriver sur ce plateau, David Gligère. Bonjour David. Bonjour. Directeur de la transformation digitale d'ArcelorMittal France. Alors tout à l'heure on était dans l'infiniment petit, Kevin, avec donc la fibre optique qui fait quelques millimètres. C'est ça. Là on est dans le gigantisme d'une usine d'aciérie en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette usine d'ArcelorMittal, David, avant de rentrer dans le use case de la 5G que vous avez déployé ? Alors, en quelques mots, ArcelorMittal France, c'est 7000 employés, 7 sites de production, et c'est aux alentours aujourd'hui de presque 10 km². Et ce site de Dunkerque est un site extrêmement important puisqu'il fabrique 7 millions de tonnes de brames. Donc ce sont des parallépipèdes qui font plusieurs centimètres de long et plusieurs dizaines de mètres jusqu'à 15 mètres de longueur, et en fait qui sont laminés pour fabriquer donc des coils, et ces coils vont être après galvanisés et produits dans nos différents sites. Donc le site de Dunkerque, c'est un des plus grands sites européens, c'est un des plus grands sites mondiaux. Donc c'est avec des hauteurs, une quantité de métal très importante, et également... Combien de tours Eiffel vous fabriquez par jour ? À peu près 2. Voilà. D'accord. Bon, voilà, comme ça au moins vous avez une ordre de grandeur. Voilà, un ordre de grandeur. Donc c'est pour nous un des sites dans lequel effectivement au départ nous n'avions pas de connectivité, nous avons de grands enjeux. Bien évidemment pour transformer cette entité et de lui offrir dans des conditions de connectivité à l'ensemble de nos salariés. Quelles étaient les problématiques avant que vous déployiez la 5G ? C'est évidemment le gigantisme du site. Tout à fait, et c'est surtout le fait que nous étions surtout des zones blanches en termes de couverture, c'est-à-dire que nous n'avions souvent pas de réseau en extérieur, voire en interne. Ça, quand même, Nous avons puisque pour les opérateurs, les antennes étaient souvent extérieures de nos sites, qui sont très très grands. Et comme vos sites sont immenses, les antennes n'allaient pas couvrir en fait tout votre site. Tout à fait. Et en outre, nous avions énormément comme nous avons des installations très hautes, donc la couverture métallique faisait soit de cage de Faraday ou limiter la pénétration des ondes, et donc automatiquement empêcher les accès et la possibilité de connecter nos salariés. Le Wi-Fi, vous aviez du Wi-Fi auparavant ? Alors, on a du Wi-Fi dans certaines de nos installations, mais bien évidemment, pour couvrir en termes de Wi-Fi, vous imaginez des installations de kilomètres carrés, le nombre de bornes de Wi-Fi qu'il aurait fallu, le montant d'investissement, la difficulté d'être aussi en capacité de connecter de la fibre optique, donc aussi sur ces zones très importantes. Donc, alors forcément, c'était limité. Donc, on se rend compte là, Kevin, de la puissance de la 5G finalement, qui permet donc de couvrir de longues distances, enfin des petites ou des longues, c'est ça qu'on peut choisir, avec toujours ce très très haut débit, cette faible latence. Et on ça voit fait la différence. On voit des contraintes absolument incroyables, 100 km² de site, la hauteur des hauts fourneaux, un environnement qui est quasiment très galvanique. Hostile, finalement, aux ondes. Qui est hostile aux télécoms habituels, j'ai envie de dire. Donc on peut s'amuser à tirer du câble, de la fibre, etc. On s'aperçoit finalement qu'avec une installation 5G privée, déployée en quelques mois, on peut apporter de la connectivité. Cette connectivité est au service de 2 enjeux. On l'a vu tout à l'heure, optimiser le processus industriel. Et puis il y a une thématique qui est très forte, qui est la décarbonation. Je veux dire, aujourd'hui, être capable d'accompagner la décarbonation de l'industrie au sens large grâce à la 5G, c'est des outils. David, si tu peux peut-être nous présenter ces actions. Alors, tout à fait. Donc, ArcelorMittal a pour ambition d'être un des leaders de la décarbonation de l'acier. Et donc, pour ce faire, nous avons annoncé pour ambition de réduire de 35% nos émissions de CO2 au niveau européen à horizon 2030 et d'atteindre la neutralité carbone au niveau mondial en 2050.
Donc cela va passer par 3 voies très structurantes pour nos activités. À la fois, la première consiste à l'utilisation d'acier recyclé, donc c'est-à-dire qu'à terme, en France, 1 kg d'acier qui sera produit sera fait avec 25% d'acier recyclé. C'est l'avantage de notre produit, c'est d'être infiniment recyclable. Bien sûr. La deuxième voie, ça consiste une voie Vous pouvez innovante. monter même plus que 25% à terme, non? Dans un premier temps, on doit toujours garantir un niveau de qualité aussi ok. vis-à-vis de nos clients, donc qu'ils soient automobiles. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est le 25%. chiffre sur lequel en termes d'engagement. La deuxième voie consiste à l'utilisation d'une nouvelle voie innovante qu'on appelle le DRI, qui consiste en fait à produire de l'acier sans charbon et donc grâce au gaz et à l'hydrogène à terme. Et la troisième voie consistera à utiliser la séquestration, la réutilisation du CO2, donc derrière un petit peu. Donc la première voie, c'est celle aujourd'hui dans laquelle on est engagé et dans l'utilisation de la 5G. Donc c'est l'optimisation de l'usage d'acier recyclé sur nos sites. Donc il faut avoir en tête que lorsque de l'acier recyclé arrive, donc lorsque l'acier arrive par camion ou par train de différentes localisations, qu'elles soient en France ou en Europe. Donc l'acier doit être en fait recyclé, et pour qu'il soit recyclé, il faut avoir une connaissance de sa qualité. Et donc pour ce faire, donc, il est pesé, il est analysé en termes de composition et en termes de densité. Et après... Comment vous l'analysez en fait? Vous avez des capteurs? C'est des radars? Comment Tout à fait. Nous avons à l'entrée de nos usines des capteurs qui permettent effectivement à la fois de prendre connaissance du camion qui arrive, donc d'avoir connaissance la qualité de l'acier. La qualité de l'acier recyclé qui est présent à l'intérieur de son chargement, donc de mesurer sa densité en réalité, et puis de l'affecter dans une zone de stockage prédéfinie par nos opérateurs. Pour être après recyclé. Pour être après recyclé. Et ça se recycle comment, là? Ça se fond, l'acier? Comment ça marche? Exactement. Donc, en fonction de... Je suis pas spécialiste, il va se refondre naturellement. Donc, c'est l'avantage. Donc, il va repasser dans le cycle de fabrication naturelle comme matière première. Très bien. Concrètement, cette 5G, au quotidien pour vos collaborateurs, qu'est-ce qu'elle change? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors, elle change beaucoup de choses, dans le sens où passer de la non-connectivité à la connectivité, effectivement, change et fait évoluer les métiers. Elle répond aussi à un besoin de mise à disposition de solutions que nous avions dans l'environnement personnel qui était jusqu'alors difficile dans l'environnement professionnel. Donc ça change pour un opérateur de production, par exemple, et un manager posté, étant notre première ligne managériale à destination de nos opérateurs. En fait, ça le faisait avant. Il est obligé de faire, d'aller à son bureau, d'imprimer un certain nombre de papiers, revenir auprès de ses équipes. Il oubliait quelque chose, de retourner au bureau et un certain nombre de choses. Aujourd'hui, grâce à ces développements liés au digital, toute l'information vient à l'opérateur qui est capable de parler sécurité, parler production, parler résultats, parler de la vie quotidienne des RH devant ses employés. Ça optimise les déplacements aussi, j'imagine, non? C'est un gain de temps, tout à fait. C'est un gain de temps, c'est l'information qui vient directement à l'opérateur et également pour la décarbonation. Kevin? Ce qui est très intéressant, c'est cette espèce de retour sur investissement. Il y a l'investissement technologique d'un côté, le gain de temps, tout ce qu'on peut optimiser dans sa production, mais il y a surtout un gros enjeu de la 5G, c'est la mise en œuvre et le déploiement à l'échelle de la maintenance prédictive. La capacité d'éviter les accidents du travail, qui sont un sujet important dans le monde de l'industrie, mais surtout de lourdes économies qui sont liées parfois à des arrêts de chaîne de production auxquels les conséquences peuvent être inimaginables. Dans la sidérurgie, ils ont des postes de pompiers qui sont postés dans l'usine en permanence. Ce risque d'incendie, c'est quelque chose de permanent. Aujourd'hui, on a beaucoup de capteurs, beaucoup de devices 5G qui ont la capacité de venir détecter ça. Comment vous déployez concrètement la maintenance prédictive dans vos sites aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un des axes de développement très importants. Donc déjà, nous avons sur une ligne de production, en termes de galvanisation, nous pouvons avoir jusqu'à 200 capteurs qui émettent des données toutes les 10 millisecondes. Donc imaginez le lac de données que nous émettons. Et donc pour ce faire aujourd'hui, nous avons des opérationnels, des ingénieurs process qui analysent ces données. Donc l'objectif, c'est de continuer par des capteurs, que ce soit de l'IoT, d'autres capteurs, de compléter ce champ d'investigation et effectivement de pouvoir prédire un arrêt d'installation avant qu'il se produise, puisque effectivement 1 heure de panne, on va dire, non seulement peut nous mettre en difficulté en termes de service, et bien sûr a un coût. Oui, un coût, bien sûr. Donc, automatiquement, ça peut paralyser en fait toute la chaîne de production. Ça paralyse jusqu'à même nos clients, puisque si nous ne sommes pas en capacité de production, on va créer des arrêts de chaîne par effet domino chez nos clients, donc ce qui est inacceptable. Donc on a pour volonté effectivement d'anticiper au maximum, et donc c'est tout le travail des hommes et des femmes de maintenance qui travaillent au quotidien sur nos lignes. J'imagine
j'imagine aussi que c'est une petite révolution software, non? Parce que... Alors, c'en est une, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut avoir des compétences. Aujourd'hui, nous étions dans l'analyse, donc aujourd'hui, il faut être de plus ou moins dans l'anticipation, donc dans le préventif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des équipes aussi de data analystes, de data engineers, de data scientists, qui n'étaient pas des métiers, on va dire core business. On va dire naturellement associés à votre industrie. Tout à fait, mais qui deviennent aujourd'hui indispensables. Ceci étant, on a besoin de faire travailler ces spécialistes de la donnée au contact des spécialistes du process, parce qu'effectivement, il n'y a que comme ça qu'on génère et on tire de la valeur en termes d'utilisation des données. David, c'est un réseau privé, 5G. C'est tout à fait un réseau privé. Voilà, c'est-à-dire donc que vos collaborateurs se connectent comment sur ce réseau? Via des tablettes spécifiques, des smartphones? Comment ça marche? Tout à fait. Alors, mes équipes gèrent effectivement tout le parc de matériel, donc que ce soit aussi les tablettes ou les smartphones. Donc nous avons des puces adaptées à notre réseau, que nous mettons à disposition dans les différents devices que nous mettons à disposition de nos salariés. Donc nous avons un programme d'accompagnement aussi de ces salariés, parce que bien évidemment, il ne s'agit pas de donner l'équipement, il s'agit de former, d'écouter, d'écouter aussi les remarques pour qu'on soit en capacité d'offrir quelque chose qui réponde aux besoins industriels et aux besoins business. Kevin? C'est très intéressant finalement d'avoir cette période de mise en œuvre et puis ces nouveaux métiers qui rentrent au cœur de l'industrie. Data analyst, data scientist, c'est les personnes qui vont venir fine-tuner le process, qui vont venir trouver des pistes d'optimisation. Et puis, c'est la porte ouverte à l'intelligence artificielle. On va passer quelques mois, quelques années à faire des réglages très spécifiques. Et puis, on va passer à l'échelle en gérant de fortes volumétries de données. Il y a 10 km² qui sont aujourd'hui équipés sur les sites d'Arcelor en France. C'est 100 km² demain équipés. Il y a un moment, ça dépasse la capacité de traitement des humains. Et donc, être capable de lier à la fois une technologie, à la fois des processus métiers, des enjeux de stratégie. La 5G devient stratégique pour les entreprises. Et puis, petit à petit, venir déployer ces technologies d'IA, non pas pour remplacer l'emploi, mais comme un accompagnement à l'emploi. Eh bien, merci beaucoup, David, pour toutes ces explications. Voilà, merci encore une fois, un exemple très, très intéressant de la transformation digitale grâce à la 5G d'une industrie qui existe depuis des décennies. Voilà. Merci beaucoup, David Gliger, directeur donc, de la transformation digitale d'ArcelorMittal France. On va poursuivre et terminer cette émission spéciale 5G et s'intéresser un peu à ceux qui fabriquent cette 5G, à des équipementiers en quelque sorte. On en reçoit deux dans un instant. À tout de suite. Voilà cette émission spéciale 5G qu'on vous propose sur la chaîne Tech & Co, toujours avec Kevin Polizzi, qui est, rappelons-le, le patron d'Unitel Group. Et puis nos deux invités qui nous auront rejoints, que je vous présente tout de suite. Olivier Dautel est avec nous, bonjour. Bonjour François. Vous êtes le cofondateur donc de Firecell. Et Édouard Castellan, bonjour Édouard, directeur général de Nokia France. Et oui, parce qu'après les exemples concrets qu'on a pu découvrir tout au long de cette émission, on va parler de ceux qui fabriquent cette 5G, Nokia, donc Firecell. Et c'est intéressant parce que finalement, ce sont, on peut le dire, deux concurrents, mais qui sont sur des segments différents, Kevin. Oui, c'est très intéressant. On s'est occupé des use cases, on s'est occupé des délais de déploiement et de l'impact finalement de la 5G sur l'entreprise. Il faut interroger maintenant les équipementiers, Nokia, poids lourd des télécoms, Souverain, société européenne, et puis Firecell, Challenger, finalement, qui se positionne sur une segmentation de marché qui n'est pas tout à fait la même. La 5G va devenir un marché absolument gigantesque, sur lequel il y a largement de la place, non pas pour une compétition, mais pour une coopétition. Travailler ensemble, déployer ensemble, et puis faire de la R&D aussi ensemble lorsque c'est possible. Voilà, et vous verrez bien que en fait, nos deux intervenants travaillent sur des segments différents. On va rentrer dans les détails. Pour commencer peut-être, Édouard, on va vous donner la parole. Donc Nokia, bien sûr, équipementier réseau connu. La 5G, c'est véritablement aujourd'hui votre axe de déploiement. Ça y est, c'est parti la 5G, on peut le dire. Ça fait un moment que c'est parti. Alors déjà, Nokia, effectivement, acteur souverain européen. Dans le monde des télécoms, l'infrastructure télécom est seul acteur aujourd'hui européen à être capable d'adresser tous les domaines. Donc la 5G, bien sûr, on y revient, un axe très important, mais capable de fournir des réseaux fixes, mobiles, des réseaux de transport, des données, IP, optiques, même des câbles sous-marins. Voilà, donc quand même un acteur qui a cette vue sur l'ensemble des domaines, ça me semble important. Sur la 5G, c'est parti depuis un moment. En fait, les réseaux côté opérateur sont déployés sur l'ensemble de la planète.
et sont maintenant dans des phases vraiment d'augmentation de capacité. Et puis, un peu plus récemment, c'est un sujet qu'on regarde très attentivement, les besoins industriels sont de plus en plus adressés par ces réseaux 5G, par ces technologies 5G. Et alors, j'imagine que vous êtes à fond dans ce domaine-là, vous vous intéressez. On a eu 2 cas tout à l'heure avec ASN et puis ArcelorMittal. Qu'est-ce que vous demandent en fait les industriels aujourd'hui lorsqu'ils font appel à vous en matière de connectivité 5G ? C'est très intéressant. La problématique déjà n'est pas nouvelle. C'est-à-dire d'avoir des réseaux mobiles privatifs, c'est une demande qui existe depuis déjà un certain temps. Nokia, historiquement, le fait, par exemple, dans le monde du transport, sur les technologies type qu'on appelle GSMR, de signalisation le long des voies. Maintenant, ça s'est accéléré, notamment avec l'arrivée de la 4G dans un premier temps, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Le premier réseau mobile privé, on l'a fait en Australie pour Rio Tinto, dans une mine. Et puis les choses s'accélèrent maintenant avec l'arrivée de la 5G. Qu'est-ce qu'ils demandent ? En fait, on voit des besoins assez similaires sur l'ensemble des segments industriels. C'est de la fiabilité, de la qualité de couverture, de la qualité dans la gestion de la mobilité, c'est d'avoir des latences un peu plus meilleures en fait, et puis des débits plus importants. Donc on retrouve les caractéristiques qu'apporte la 5G principalement, mais ici par rapport à un contexte d'usage métier qui peut être spécifique en fonction des segments, mais on retrouve ces éléments communs. Avec une particularité de la 5G, c'est que ça peut se substituer, Kevin, à la fibre, en fait, vu les débits, la latence. Dans certains cas où on n'a pas la possibilité de déployer de la fibre, où il n'y a pas de rationnel économique, on peut tout à fait envisager de mettre de la 5G. Avec des performances qui sont quasi équivalentes à de la fibre. Je dirais comparables. La fibre, on en a besoin. C'est un essentiel pour l'économie, c'est un essentiel pour connecter les dorsales Internet, mais sur le point terminal, dans des stations de ski, dans des usines, sur des sites très grands, la 5G... Ou alors dans des endroits où la fibre ne peut pas arriver pour des raisons géographiques. Voilà, exactement. La 5G peut venir substituer la fibre, et parfois avec un intérêt économique réel. Et donc, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, Édouard, aujourd'hui ? Tout à fait. La 5G se substitue à la fibre dans certains cas ? Dans certains cas, peut se substituer, reste un complément. C'est-à-dire le réseau 5G, quelque part, est une extension du réseau fibre. C'est ce que disait Kevin. Et effectivement, la 5G est la première technologie sans fil qui permet de retrouver un peu les performances qu'a apporté la fibre en termes de fiabilité, en termes de débit. Tout à fait. Très bien. Donnez-nous quelques exemples justement de cette puissance de la 5G. On retourne à Marseille avec le stade Vélodrome. Je crois que le traitement vidéo est quelque chose de très important, évidemment, pour des disciplines sportives. Comment Nokia s'intègre là-dedans ? Tout à fait. Peut-être pour refaire un petit historique, donc on a vu cette appétence, notamment pour les performances de la 5G, encore une fois, dans l'ensemble des domaines industriels. D'abord au niveau du monde du transport, du monde de l'énergie, parce qu'il y avait des compétences télécom assez fortes, cette sensibilité par rapport à l'arrivée de cette technologie, par rapport à d'autres technologies qui sont utilisées en parallèle, souvent comme le Wi-Fi par exemple. Et de plus en plus, en fait, cette technologie s'approprie le terrain industriel, les sites de production, je pense qu'il y a certains cas qui ont été évoqués déjà, et puis les enjeux de territoire et typiquement les espaces publics ou les stades connectés. On a une expérimentation qui a été menée fin de l'année dernière au Vélodrome. Alors c'est au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, site olympique. Ah oui, c'est pas le Vélodrome, le stade qu'on connaît. Bon, ça arrivera bientôt. Kevin. Ça arrivera bientôt, je pense. Donc en fait, dans ce Vélodrome, site olympique pour 2024, il y a eu une compétition. Championnat du monde cyclisme sur piste au mois d'octobre dernier. Et il y avait un vrai enjeu en fait, d'agréger un certain nombre de services. On s'est dit c'est un formidable terrain de jeu avec l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui nous a aussi donné cette opportunité d'expérimenter, de dire quels sont les besoins qu'on peut avoir dans ce type d'environnement. Et il y a des besoins historiques autour de la sécurité, autour du partage d'informations entre les spectateurs, le public, etc. Et puis effectivement des problématiques techniques assez fortes, notamment autour des enjeux vidéo, avec des problématiques d'encodage à 4K, 8K, des caméras spécifiques utilisées, une gestion de la qualité de service nécessaire très pointue. Et donc on s'est un petit peu amusé à voir comment un réseau 5G pouvait permettre d'agréger l'ensemble de ces besoins. On a 8 cas d'usage qui ont été déployés et on a transporté des flux vidéo pour le broadcast qui ont été utilisés justement lors de l'événement pour desservir les chaînes
les chaînes et puis le public, et puis toute une autre série d'applications. La 5G qui va être sans doute l'une des dorsales en fait, de la connectivité des Jeux Olympiques, on est d'accord. Et en fait, exactement, ce qui a été montré là est effectivement un merveilleux cadre d'application qui peut être vu au niveau des JO. En fait, ce que la 5G apporte dans ce contexte-là, c'est que pour la première fois, on a une plateforme qui est multiservice, c'est-à-dire qui est capable d'agréger des problématiques de besoins très différents par rapport à des usages très différents, tout ça sur une même plateforme, et finalement de remplacer différents réseaux qui étaient très spécifiques dans leur usage. En limitant les engorgements de flux de data, etc., parce que c'est l'une des particularités de la 5G. Kevin ? Oui, gros enjeu sur la vidéo, la capacité de transporter de la vidéo et immédiatement de l'analyser. C'est à la fois le suivi de la qualité sur une chaîne de production industrielle, c'est à la fois le suivi de la performance. Au stade Vélodrome de Marseille, pour ce coup-là, on a des caméras vidéo qui viennent analyser les joueurs, mais c'est aussi des enjeux de sécurité qui viennent analyser le public. Et donc, ces plateformes multiservices qu'on retrouve historiquement dans les data centers, aujourd'hui, elles sont accessibles à l'intégralité du monde économique. Ouais, finalement, voilà, cette 5G est partout, et dans le sport aussi. Olivier, alors vous êtes le cofondateur de Firecell. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites chez Firecell ? Qu'est-ce que c'est que Firecell ? Écoutez, Firecell, si je le résume très rapidement, c'est un petit Nokia. Donc on a fait le pari fou de démarrer un nouvel équipementier from scratch, un équipementier français. Donc vous fabriquez votre matériel ou vous l'achetez ? Alors on ne fabrique pas le matériel. Effectivement, on a une approche qui est un petit peu différente, qui est assez ouverte. C'est-à-dire que le cœur de notre technologie est basé sur de l'open source qui provient d'un laboratoire de recherche français qui est l'Eurecom. Et ensuite, nous, on a embrassé un standard qui nous permet d'être agnostique aux fabricants de hardware et donc de pouvoir, si vous voulez, utiliser des fabricants qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe, qui viennent des États-Unis, etc. Et donc, on va agréger tout ça et on va fournir un système complet à des entreprises avec effectivement un objectif qui est différent de celui de Nokia. Nous, depuis le début, on s'est dit, la 5G, c'est un truc d'opérateur, ça fait un peu peur, ça fait cher. Alors que là, ce dont on parle, c'est un marché d'entreprise et de services informatiques qui ont peu ou aucune expérience des télécoms. Donc notre objectif depuis le départ, c'est de se dire on va tenter de démocratiser la 5G auprès des entreprises et de la rendre aussi simple et abordable que le Wi-Fi. Pourquoi le Wi-Fi ? Parce que le Wi-Fi, en fait, les entreprises savent ce que c'est. Oui, c'est ça. Elles savent combien ça coûte. Elles savent les efforts que ça demande pour la déployer ou pour la maintenir. Donc nous, vraiment, c'est vraiment ça notre créneau. Donc vous voyez, on n'est pas sur des enjeux qui sont colossaux. Mais quels sont vos clients ? Citez-nous un ou deux de vos clients. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a des clients de toute taille et de tous horizons. Donc on a signé un contrat avec l'armée américaine. On a signé un contrat avec la SNCF. Et alors, juste, l'armée américaine, qu'est-ce qu'ils vous demandaient, en fait ? Ils veulent tester certains de leurs équipements en 5G. En 5G. D'accord. Après, il y a plein de secrets autour chouette de qu'il ça. fasse appel à une jeune entreprise française. Absolument. C'est plutôt cool. Oui. On a un client comme la SNCF où là, ils souhaitent effectivement plutôt connecter des environnements couverts comme des bâtiments dans lesquels le Wi-Fi a des limitations. Et donc, mais là, pour les particuliers qui sont dans le... Ce ne sont pas pour les particuliers, ce sont plutôt pour les professionnels. Pour les professionnels, voilà. D'accord. Pour les professionnels ou les équipes de la SNCF. Donc voilà 2 exemples. Après, on a 2 très beaux projets qui sont plutôt des projets de recherche. L'un avec Stellantis pour faire ce qu'on appelle de la géolocalisation d'outils sur des lignes de production. Donc là, on cherche à avoir une géolocalisation à 1 mètre. Et puis un autre projet avec Airbus pour remplacer le câble Ethernet avec de la 5G. Donc ça, c'est plus de l'innovation. A priori, ce ne sont pas nos clients cibles, mais en tout cas, ils ont une appétence vis-à-vis de ce type d'innovation. C'est intéressant, Kevin, de voir que d'un côté, on a le géant Nokia, de l'autre côté, on a le petit poussé Firecell qui, sont concurrents sans l'être vraiment. Finalement, une jeune société peut se lancer. En plus, une jeune société souveraine française qui peut déployer la 5G pour des clients spécifiques. Une jeune société avec une équipe expérimentée, parce que oui, bien sûr. Il y a dans ces recrutements-là des expertises télécom importantes. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a différents marchés. Le gros industriel, Airbus, Arcelor, etc.,
les gouvernements, voilà, l'armée américaine, même si évidemment tout doit être très confidentiel, ça reste quelque chose de significatif. Et puis on a aussi les plus petites entreprises, la couverture d'un bâtiment de 500 mètres, de 1000 mètres, de 2000 mètres. C'est pléthore de bâtiments industriels dans lesquels il y a des collaborateurs. Et puis c'est les municipalités. Lorsqu'on a une ville classée ou une ville qui est difficile d'accès, au lieu de creuser, au lieu de mettre de la fibre, au lieu de faire des travaux infinis, on vient poser une antenne 5G, ça dure quelques heures. Et quelques heures plus tard, on peut mettre des caméras de vidéosurveillance, on peut mettre des objets connectés pour la Smart City, on peut contrôler la pollution. Et les use cases, quelque part, notamment au travers des Fab Labs, sont en train d'émerger, sont en train de se développer. Et je pense que là où il y a un héritage de la French Tech, il y a un savoir-faire français qui est en train de se mettre en route, c'est le partage de ces use cases. On a beau être concurrent, le marché est tellement grand qu'il faut qu'on fasse émerger des acteurs souverains de taille critique. Et c'est vraiment le job sur lequel on est tous en train de se concentrer actuellement. Voilà, à des coûts aussi raisonnés, c'est ce qu'il faut rappeler, bien évidemment. Peut-être un mot, on n'a pas beaucoup évoqué, c'est la sécurité, mine de rien, parce que voilà, il y a des enjeux de sécurité importants. Vous parliez tout à l'heure du Wi-Fi. Est-ce que la 5G est une technologie maîtrisée en termes de sécurité aujourd'hui ? Par exemple, Édouard. Peut-être plusieurs éléments. Déjà, on est sur des univers qui peuvent être un peu différents en termes de standardisation. Donc la 5G, qui fait partie de cet écosystème qu'on appelle 3GPP, avant d'autres technologies avant elle, donc déjà bien éprouvées, a énormément pris en compte les enjeux de sécurité, et peut-être plus que l'écosystème I3E qui est à l'origine du Wi-Fi. Même si le Wi-Fi évolue aujourd'hui. Tout à fait, mais de manière native. Conceptuellement, il y a déjà des briques de sécurité qui sont embarquées dans la technologie qui permettent d'apporter déjà une base. On a des enjeux nouveaux, notamment liés à la virtualisation. On fait que de plus en plus de ces solutions sont déployées sur des hardwares qui ne sont pas dédiés, des équipements qui ne sont pas dédiés. Mais donc avec cette histoire de virtualisation, il y a des points d'attention particuliers. Nokia y est très attentif. On a une plateforme commune avec l'ANSSI sur notre site de Lannion. On a fait de Lannion notre centre d'expertise européen sur ces enjeux de cybersécurité, et notamment liés à la 5G. Et puis après, il y a une autre dimension, mais là, je pense que la technologie 5G dans l'environnement industriel a vraiment toutes les faveurs, peut en tirer tous les bénéfices. C'est que de plus en plus, on parle de réseaux qui sont privatifs, et le fait d'avoir cette notion privative, voire même de réseaux parfois dédiés, complètement localisés, font que typiquement la donnée va rester vraiment sous maîtrise de son propriétaire, de l'acteur industriel qui va utiliser ce réseau. Donc voilà, il y a un mélange d'éléments à prendre en compte, mais bien sûr, c'est un point d'attention très important. J'imagine que si l'armée américaine s'intéresse à votre technologie, c'est qu'elle est légèrement sécurisée quand même, Olivier. Non, mais je vais juste rajouter quelque chose. C'est que l'intérêt des technologies dites cellulaires, comme la 5G, c'est que pour rentrer dans un réseau, effectivement, vous avez besoin de l'équivalent d'une carte SIM. C'est ça. Et que toutes les communications sont cryptées. Donc c'est vraiment la différence fondamentale avec un réseau Wi-Fi. Donc dès le départ, si vous voulez, les technologies 4G et 5G, elles ont été faites pour être beaucoup plus sécurisées. Oui, le GSM d'une manière générale. Dans la conception. Qui repose sur cet échange de données. Et bien voilà, le mot de la fin, Kevin, sur cette émission 5G. Je trouve ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un vrai écosystème qui est en train de se réveiller, à la fois par cette mission, les premiers déploiements sur des use cases dans l'infiniment petit, dans des sites beaucoup plus grands, des constructeurs qui sont en train de fournir des solutions à l'échelle compétitive. Et puis surtout, moi ce que je retiens, c'est énormément de nouveaux emplois, énormément de nouvelles opportunités, et puis une nouvelle image de cette industrie qui doit se décarboner, mais qui aujourd'hui a tous les moyens d'exister, et qui finalement est totalement dans la lignée de France 2030, du plan de relance, qui lui-même soutient, supporte de nombreux projets 5G. Avec, comme tu le disais, de nouveaux métiers aussi qui apparaissent. Donc voilà, des perspectives, des vocations à venir. Peut-être qu'on en a suscité quelques-unes d'ailleurs avec cette émission. Merci beaucoup, messieurs Olivier Dautel donc, de Firecell et Édouard Castellan, directeur général de Nokia France. Merci. Kevin, merci de m'avoir accompagné durant cette heure dédiée à la 5G pour ton expertise dans ce domaine. Et bien voilà, cette émission spéciale est terminée. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver bien sûr en replay sur YouTube, sur l'appli RMC BFM Play, en audio ou en vidéo. À très vite sur la chaîne Tech & Co.